La constante du macronisme, c'est d'humilier les Français. Et c'est d'humilier la France, systématiquement. Regardez, toutes ces sorties diplomatiques, tous ces voyages diplomatiques finissent toujours en fiasco. Et ça ne peut pas être simplement un hasard, une nullité, ce n'est pas simplement une incompétence. Bonjour à tous, chers amis d'Omerta, merci de nous retrouver pour un nouveau grand entretien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement Les Patriotes. Avant de démarrer cet entretien, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne YouTube d'Omerta, à la chaîne YouTube aussi des Patriotes. On va peut-être commencer par en dire un mot. Comment se portent les Patriotes en ce début d'année 2026 ? Je crois que vous préparez une très grosse manifestation. Tout à fait. Écoutez, bonne année à vous et à toute l'équipe d'Omerta et à tous ceux qui nous regardent. Alors ma chaîne YouTube, moi c'est Florian Philippot, mais il y a effectivement celle aussi, Les Patriotes. Il y en a deux, vous pouvez vous abonner aux deux. Et effectivement, on a programmé une grande marche nationale pour le Frexit, donc la sortie de l'Union européenne, le samedi 31 janvier. C'est à Paris, c'est rendez-vous à 14h, place du Palais Royal. La marche partira à 15h, mais venez avant parce qu'il y aura beaucoup de monde. Et on l'avait programmé, alors avant tout, ce tintouin sur le Groenland et en pleine révolte paysanne. Et finalement, on se dit que c'est vraiment le Frexit qui est à la convergence de toutes les luttes. Donc elle tombe particulièrement bien, cette marche. Parce que ce soit sur le Mercosur, l'accord qui vient avec l'Inde, toutes les dingueries, on va en reparler j'imagine, au Groenland, toutes les attaques contre la liberté d'expression, à travers le DSA, le règlement européen et tout cela, on est vraiment sur le Frexit à la convergence de ces luttes. Voilà. Et donc on appelle tout le monde, tous les Français à se lever parce qu'on ne peut pas accepter que le narratif officiel, qui est un narratif de soumission et de destruction de la France, clairement, soit le seul qui soit entendu dans le débat politique français. On le voit avec la présidence Macron, surtout dans ce deuxième quinquennat, avec la guerre en Ukraine, il y a une volonté d'accélérer l'agenda fédéraliste européen. On voit que ce soit sur la diplomatie, sur le renseignement, sur la défense, il y a une volonté d'européaniser, de fédéraliser des sujets, des prérogatives régaliennes. Est-ce que, en parallèle, vous sentez que dans l'opinion publique, il y a une prise de conscience de l'utilité ou au moins de l'intérêt de réfléchir à un Frexit? C'est effectivement ça, parce que, si vous voulez, les choses vont ensemble. En fait, on devrait parler quasiment que de ça dans le débat politique français, s'il était sérieux. On ne devrait pas parler de la dernière sortie de Sandrine Rousseau ou de la dernière escarmouche à l'Assemblée nationale sans aucun intérêt sur telle virgule de telle taxe ou je ne sais quoi. On devrait parler de ce qui compte, c'est-à-dire que l'Union européenne et ses partisans sont en train et ça a vraiment accéléré depuis le Covid, sont en train de surfer sur toutes les crises possibles et de les alimenter pour aller vers son objectif originel, celui qu'exprimaient déjà les pères fondateurs, comme on les a appelés dans la mythologie européiste, c'est-à-dire les Monnet, les Schuman, etc., dans les années 50, c'est-à-dire aller vers un État européen qui va broyer et détruire les États-nations qui existent, mais qui, eux, sont le fruit d'une histoire, d'une culture, d'une réalité, les peuples. La France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et effectivement, on a vu lors du Covid que le Covid était utilisé pour prendre la prérogative de la santé. Ça a donné ces méga contrats de vaccinaux avec Pfizer et tous les scandales autour. Et on voit bien que la guerre d'Ukraine et maintenant même n'importe quel prétexte, le Groenland, sont utilisés pour essayer d'aller vers l'armée européenne. Mais c'est maintenant explicite. C'est explicite puisque il y a quelques jours, le commissaire européen à la défense, qui est un poste nouveau créé en 2024 par Ursula von der Leyen, a demandé explicitement la création d'une armée commune européenne de 100 000 hommes. D'abord commune, ce qu'ils appellent la 28e armée, ça c'est le rapport Monnet, la fondation Monnet, la 28e armée qui s'ajouterait aux armées nationales. Mais vous savez très bien qu'en européisme, commune se transforme toujours très vite en unique. Il y avait la monnaie commune qui est devenue la monnaie unique, il y avait le marché commun qui est devenu le marché unique, et l'armée commune deviendrait l'armée unique, l'armée européenne qui est le vieux rêve des fédéralistes, puisque je rappelle qu'ils ont tenté le coup déjà en 1952,
la Communauté européenne de défense, qui était une armée supranationale et qui avait été rejetée in extremis à l'époque, en 1954, par le Parlement français, par une alliance entre les gaullistes et les communistes. Donc ils reviennent à cela, et évidemment, une armée, pourquoi faire ? Une armée pour être un État, car ils ont déjà la monnaie, ils ont les frontières, ils ont de plus en plus le budget, ils ont la loi fédérale, supranationale, ils ont le commerce, ils ont beaucoup de prérogatives. L'armée est un élément très important pour eux. Et donc, effectivement, ils foncent là-dedans. Alors, en parallèle et en miroir, plus ils se dévoilent, plus c'est facile pour nous, frexiteurs, pour nous, souverainistes conséquents, patriotes, attachés à l'existence même de notre pays et à sa liberté, d'expliquer aux gens. Vous voyez, moi, la révolte paysanne et l'affaire du Mercosur, où les gens, les Français, des millions de Français ont réalisé que sur un sujet aussi important que celui-ci, la France, malgré un non unanime, pouvait se faire imposer une politique contre ses intérêts, contre son choix. Des millions de Français ont découvert ça à cette occasion. Des millions de Français ont découvert cela. Des millions de Français sont venus au Frexit par cela. Des millions de Français étaient déjà venus au Frexit par ce qui s'est passé avec le Covid, par ce qui se passe en Ukraine. Et donc, le pari qu'on fait, mais il est étayé par ce qu'on voit. Moi, honnêtement, ce qu'on voit aux Patriotes, ce sont des gens nouveaux qui arrivent tous les jours et qui sont de profils tout à fait nouveaux. C'est que plus ils vont se dévoiler, plus il va y avoir, du côté des peuples, une réaction pour aller, au contraire, vers une sortie de l'Union européenne et une destruction de l'Union européenne. Cette démarche de fédéralisation, en fait, elle est permise aussi parce qu'il y a une forme de trahison aussi des élites médiatiques, des élites politiques, à commencer par Emmanuel Macron, puisque le Mercosur, il a essayé de faire croire qu'il opposait une résistance, etc., alors qu'en fait, il a certainement dealé l'abandon de la souveraineté française et de livrer les agriculteurs des Français aux lois du commerce international en échange d'autre chose. Oui, en échange, on ne sait pas bien quoi d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas très bien sur quel tableau on est gagnant dans ce système. Ce qui est évident, c'est que Macron qui est contre le Mercosur, ça paraît pas très... suspect. Oui, c'est suspect, ça paraît pas très cohérent, pas très intuitif. Vu son logiciel, on l'aurait bien vu du côté des pour. Et dans son fort intérieur, je pense qu'il est plutôt pour le Mercosur. D'ailleurs, de temps en temps, c'est apparu. Il y a quelques années, il était pour. Même encore en novembre dernier, il était assez content du Mercosur, disait-il. Puis quand il a vu les paysans sortir avec leurs tracteurs, il est redevenu contre. Bon, ceci dit, il a voté contre au Conseil européen. Et la réalité, c'est que même s'il est pour, j'ai envie de dire que de toute façon, on est piégé. Et ça date d'avant Macron, puisque le fait que le commerce soit une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est même avant Macron. C'est dans les traités européens depuis longtemps. Donc en réalité, même si on avait un anti-Mercosur convaincu à la tête du pays, je ne suis pas du tout certain qu'on aurait pu quand même y échapper. Regardez, le peuple français est contre. Les paysans sont contre. Leurs syndicats sont contre. On peut aussi avoir un doute sur la sincérité de la FNSEA. Enfin, la position officielle de la FNSEA, c'est d'être contre. Le Parlement français, plusieurs fois, a voté contre des résolutions. Il y a eu des résolutions. Au Conseil européen, la voix de la France, officiellement, on a voté contre. Et ça passe quand même. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de droit de veto, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire pendant des années. Moi, je m'échinais à expliquer, y compris à des pseudo-souverainistes qui faisaient croire qu'il suffisait à la fin d'opposer un droit de veto. Il n'y a pas de droit de veto. Ça s'appelle la majorité qualifiée, 55% des États membres représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne, ça suffit. Voilà. Donc ça s'appelle l'inverse de la souveraineté. Et donc, en fait, en réalité, voilà, quand vous n'êtes plus un pays souverain, maintenant, ça se voit dans votre assiette. Vous savez, c'est devenu très concret. Pendant longtemps, la souveraineté, pour certains, ça paraissait très théorique. Là, c'est très concret. C'est ce que vous aurez dans votre assiette et dans l'assiette de vos enfants. Voilà, vous aurez de la cochonnerie, de la saloperie qui vient d'Amérique du Sud, traitée aux hormones, à l'eau de Javel, qui vient déjà d'Ukraine pour bonne part, qui viendra demain d'Inde, y compris d'ailleurs contre nos productions d'outre-mer. Je pense au sucre de canne, par exemple. Mais on soutient tout ça, et même si on était contre, de toute façon, ça s'appliquerait quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté chez Emmanuel Macron, depuis en fait, le premier quinquennat, depuis les Gilets jaunes, de faire payer, je dirais, le peuple français, pas des villes, on parle des agriculteurs, les ruraux, les gens qui sont les gens simples, les gens qui travaillent, les gens qui souffrent. Il n'y a pas une volonté quand même de le faire payer à intervalles réguliers
finalement son insoumission et le fait que, finalement, pour prendre une métaphore agricole, il ne veuille pas être mené à l'abattoir bruxellois. Certainement, il est évident que les Gilets jaunes, pour lui, ça a été un moment qu'il a dû vivre comme terrible parce qu'on lui résistait, parce qu'il a même apparemment eu peur, puisque vous savez, l'hélicoptère était prêt à décoller dans les jardins de l'Élysée, donc à l'acte 2, je crois. Donc il a même eu peur. Je pense qu'il a facilement peur d'ailleurs. Je pense que c'est un homme qui n'a pas un grand courage. Après, la constante du macronisme, c'est d'humilier les Français. Et c'est d'humilier la France, systématiquement. Regardez, toutes ces sorties diplomatiques, tous ces voyages diplomatiques finissent toujours en fiasco. Et ça ne peut pas être simplement un hasard, une nullité, ce n'est pas simplement une incompétence. Ça finit toujours par une image où on le voit, alors soit dans un état de délabrement personnel, dans les rues de Kinshasa, une bière à la main, alors c'est pas très glorieux pour la France, soit on les voit faire les foufous avec Brigitte, danser, c'est pas très digne, soit on voit la baffe en sortant de l'avion à Hanoï, la baffe de Brigitte, c'est pas terrible non plus, en plus en faisant croire au début que c'était de l'IA manipulé par les Russes, puis avant de se rendre compte que c'était filmé par Reuters, par l'AFP, donc de devoir avouer piteusement, soit on voit comment il est maltraité par Trump, Poutine qu'il met au bout de la table de 3 km, et encore tout récemment, l'œil, alors le lendemain c'est les lunettes de Top Gun, il y a un truc, et il veut, au-delà même de ses choix politiques qui sont très prévisibles, il y a chez Macron une volonté d'humilier la France et les Français parce qu'il ne se sent pas de France et ni français, parce qu'il n'aime pas le pays. Il faut bien comprendre qu'on est sur un problème là très très important, c'est le rapport des pseudo-élites ou autoproclamées telles au peuple. Nous sommes dirigés, et ça le général de Gaulle avait beaucoup écrit là-dessus, nous sommes, et c'est très ancien malheureusement dans l'histoire de France, nous sommes régulièrement, à épisodes réguliers dans notre histoire, dirigés par une caste qui n'aime pas la France et qui méprise le peuple français et qui lui fait payer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, étant embourbé dans cette affaire européenne, ça peut avoir des conséquences encore plus graves que par le passé, parce qu'ils ont des instruments très puissants contre nos intérêts nationaux. Et Macron ne se prive pas de les utiliser. Il soutient à fond l'armée européenne, quoi qu'il en dise, il soutient évidemment les politiques de libre-échange, il soutient l'adhésion de l'Ukraine qui serait absolument une catastrophe pour nous, supplémentaire, il soutient cette guerre d'Ukraine, il soutient maintenant cette folle équipée au Groenland qui est ridicule et qui nous coûte cher. Voilà, et donc c'est au peuple français d'avoir la clairvoyance nécessaire et de se dire est-ce qu'on continue d'être dirigé par des gens qui nous méprisent, qui nous humilient et qui n'aiment pas la France? C'est la vraie question, c'est la seule vraie question. Alors, il y a un dossier quand même qui lui plaît, c'est le dossier international. Donc, il y a évidemment la guerre en Ukraine et maintenant, il a trouvé une nouvelle marotte, c'est l'opposition à Donald Trump sur le Groenland. On voit qu'Ursula von der Leyen est très prudente, parce qu'elle, en fait, fait monter le commissaire européen à la défense, et elle laisse jouer, elle laisse s'exprimer Emmanuel Macron, qui semble avoir un mandat pour, comme ça, s'opposer à Donald Trump, comme sur la question de la hausse des tarifs douaniers. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce que Macron a les moyens de tenir tête au président américain? D'abord, la question, c'est pourquoi on s'embarque dans cette affaire? Le Groenland. Je veux dire, ça n'est pas français. Ça n'est pas un territoire français. Nous avons des territoires français qui sont actuellement attaqués dans leur souveraineté. Je dis quand même au passage, je ne sais pas si ça intéresse Macron, qu'il y a quelques jours est sorti un rapport du Sénat qui explique qu'il y a aujourd'hui 5 groupes armés brésiliens qui ont pris pied en Guyane française. Ils sont là. Ah, ça, c'est une violation extrême de notre souveraineté. Est-ce que nous avons mis les moyens, y compris militaires, nécessaires pour faire respecter notre souveraineté en Guyane? Est-ce que nous mettons les moyens sur nos 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime pour faire respecter notre souveraineté? Est-ce qu'au passage même, on ne serait pas plutôt en train d'essayer de laisser filer la Nouvelle-Calédonie, alors qu'il y a eu 3 référendums locaux qui ont dit l'attachement à la France? Est-ce qu'il y a quelques semaines, on n'a pas pris la main dans le sac, Macron en train de négocier la cession de 2 îlots français, Matthew et Hunter, qui ne sont pas habités, mais qui nous procurent 370 000 km² d'espace maritime, de les céder à Vanuatu, c'est-à-dire en fait à la Chine, qui contrôle largement Vanuatu, un pays qui est indépendant seulement depuis 1980. Si, on l'a pris la main dans le sac. D'ailleurs, il a été vu, donc il a dû un peu arrêter. Mais
voilà, ça c'est la réalité française. Notre souveraineté, par ailleurs, évidemment, il faut y ajouter les trahisons terribles de notre souveraineté nationale à cause de notre appartenance à l'Union européenne, on en parlait. Donc ça devrait l'intéresser. Il a un mandat normalement constitutionnel de faire respecter l'intégrité du territoire et notre souveraineté nationale. Il fait l'inverse. Par contre, il est absolument passionné depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, par la souveraineté de l'Ukraine. Et il est passionné maintenant par la souveraineté d'un bout de glace habité par 57 000 habitants qui s'appelle le Groenland et qui appartient au Danemark. Et la souveraineté de l'UE, je vous coupe, parce qu'il déclare que le Groenland appartient à l'Union européenne. Ce qui est faux d'ailleurs, puisque là en plus il n'est même pas renseigné, mais le Groenland c'est le premier exemple de pays entre guillemets qui a quitté l'Union européenne puisqu'il y a eu un référendum en 82, appliqué en 85, qui a fait que le Groenland à l'époque a quitté la CEE, qui est l'ancêtre de l'Union européenne. Le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. Bon. La réalité, c'est qu'on ne peut pas être plus danois que les Danois. Et j'aime beaucoup les Danois. Moi, j'ai bossé à l'ambassade de France à Copenhague, en chancellerie. J'ai déjà travaillé sur ce dossier, d'ailleurs groenlandais à l'époque, puisque c'est quand même un des sujets intéressants pour le Danemark. J'aime beaucoup Copenhague, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup les Danois. Mais enfin, on ne peut pas être plus danois que les Danois. Est-ce que les Danois se font respecter dans cette affaire ? Est-ce qu'ils ont pris un geste diplomatique contre les États-Unis ? Est-ce qu'ils ont viré l'ambassadeur à Copenhague ? Non. Est-ce qu'ils ont demandé aux bases américaines, qui sont déjà depuis très longtemps au Danemark, de partir ? Non. Est-ce qu'ils ont même, ne serait-ce qu'arrêté d'acheter du matériel militaire américain, comme des avions F-35 ? Non, ils continuent d'en acheter. Donc, écoutez, on ne va pas défendre un paillasson malgré lui. Donc là, on se met en première ligne. On a envoyé 15 soldats en classe de neige, là, en Groenland. C'était complètement grotesque, c'était ridicule. Avec un Britannique, un Suédois, 15 Allemands, voilà, et 3 Danois. Et 2 traîneaux à chiens, comme dit Trump. Ça a été grotesque, les Allemands sont déjà partis, ils sont restés 44 heures. Mais on se met, donc à cause de cela, parce qu'on veut absolument apparaître comme plus danois que les Danois et très intéressé par la souveraineté du Groenland, alors même qu'on oublie notre propre souveraineté, donc on se met en danger, puisque résultat, on se prend les droits de douane additionnels, et troisième effet qui se coule, lié à l'Union européenne, on ne peut même pas répliquer. Puisque vous le savez, les droits de douane sont une compétence de l'Union européenne, et donc nous-mêmes visés, si ils nous prenaient l'idée de vouloir répliquer sur les produits américains, on n'aurait même pas le droit de le faire, puisqu'il faut l'autorisation de Bruxelles, c'est une décision communautaire, et on sait déjà que ça ne se fera pas, puisque l'Italie ne nous suit pas, parce qu'il n'y a que 6 pays sur 27 qui sont concernés, que la Pologne, la Hongrie ont déjà dit on ne fera rien, que l'Allemagne n'a pas l'air très chaude, que le Danemark et la Suède tremblent comme des feuilles, et donc il n'y a que Macron qui s'agite un peu, il ne se passera rien, et on ne peut pas le faire. Donc résultat, on est victime de l'Union européenne parce qu'on s'embarque dans cette affaire pour rien, on est victime de l'Union européenne parce qu'on ne peut même pas répliquer aux mesures de rétorsion, donc en fait ça sert à quoi d'être dans l'Union européenne ? Ça sert à quoi ? En plus, on a négocié avec les États-Unis l'été dernier un accord moins bon que le Royaume-Uni seul, puisqu'on a 15% de droits de douane et eux 10%. Parce que nous, on s'est engagé à acheter 750 milliards de dollars de gaz américain. Bravo. D'ailleurs, formidable. À cause de notre russophobie hystérique, on s'est mis dans la main des énergéticiens américains. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant qu'on est aussi en guerre contre les États-Unis, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, c'est tout ça, c'est la trahison méthodique des intérêts nationaux. Et vous comprenez bien que si on quittait l'Union européenne, bah d'abord, on ne serait pas embarqué dans cette affaire groenlandaise, ni dans l'affaire ukrainienne. On pourrait, si on le souhaitait, si nécessaire, prendre des mesures de rétorsion, souverainement, et on pourrait défendre notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale, comme on devrait le faire, et notamment réarrimer l'outre-mer à la France. C'est toute la différence. Écoutez, pour l'instant, on a le destin d'une colonie. Alors quel est l'objectif d'Emmanuel Macron ? Parce que tout ce que vous venez de décrire, il le sait, sauf à être totalement naïf ou stupide, il sait tout ce que vous venez de dire. Donc quel est l'objectif derrière tout ça ? En fait, plus ces initiatives se développent, en réalité, plus se développe aussi un rejet de l'Union européenne, un rejet de Bruxelles. Les élites doivent bien quand même comprendre que la température est en train de monter. Oui. Et qu'elles la font monter, en fait, Je pense que Macron, si on connaît sa psychologie très puérile, avoir de la lumière. Premièrement, pour lui, très important, être au centre du jeu, y compris pour de mauvaises raisons, mais être au centre du jeu. Et effectivement, aujourd'hui, on regarde les agitations de Macron, c'est lui qui a le droit au tweet de Medvedev,
aux réactions humiliantes de Trump, on parle de Macron, on parle de lui. Même si c'est pour humilier la France, on parle de lui, il est content. C'est un gamin, surexcité, voilà. 2, plus profondément, je pense qu'il espère que ça entraînera un saut fédéral européiste, que par le Groenland et par l'Ukraine, on créera une conscience européiste qui sera le socle d'une armée européenne. On revient à ce qu'on disait. Je pense que ça, c'est un calcul qu'il fait. Pas seul, avec toute l'infrastructure des lobbies européistes, des cercles de réflexion, ils sont nombreux, hein, Jean Monnet, Schuman, machin, qui travaillent, c'est de l'ingénierie sociale, à essayer de créer une conscience européenne à partir d'une menace, ce qui est une vieille affaire dans l'histoire. Vous avez besoin d'un ennemi pour essayer de créer une conscience, si tant est que ça marche. Ça ne semble pas marcher beaucoup. Et donc, l'ennemi peut être la grande méchante Russie. On l'a déjà bien identifié, cette affaire, cette manipulation. Et aujourd'hui, l'ennemi trumpiste, l'ennemi américain, provisoirement en tout cas. C'est plus compliqué parce qu'il y a tellement de pays en Europe qui ont des liens très étroits avec les États-Unis. C'est quand même plus compliqué pour eux de faire le même coup que la Russie. Mais bon, en tout cas, Trump, Musk, et tous ces grands méchants. Donc, en réalité, voilà ce qu'ils souhaitent. Troisièmement, il sait certainement que ça peut encourager les réactions anti-Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'il fait face à ça? Il augmente la censure. C'est pour ça qu'au même moment, en parallèle, il s'excite pour censurer, voire interdire les réseaux sociaux et contrôler donc le narratif. Et vous l'avez vu pendant tout l'automne, faire le tour de France des rédactions de la PQR, presse locale, pour expliquer que les réseaux sociaux étaient très mauvais et qu'il fallait absolument en prendre le contrôle, les censurer, voire les interdire si nécessaire. Et parce que évidemment, il sait que c'est aujourd'hui le vecteur par lequel passe, et les médias indépendants dont vous êtes, le vecteur par lequel passe la réflexion, le débat, que vous ne retrouvez quasiment plus du tout à la télévision aujourd'hui. Donc je pense qu'il pense agir de manière cohérente. Mais c'est une politique de coercition. C'est une politique qui va fondamentalement contre nos intérêts nationaux. Enfin, ça, on n'est pas surpris avec lui. Mais c'est une politique qui est de plus en plus anxiogène et liberticide, forcément. Forcément, puisque vous essayez de faire rentrer dans un cube un carré, de gaver de force les Français d'un truc dont ils ne veulent pas, contre lequel ils ont déjà dit non. Confère le dernier référendum auquel on a eu droit, on avait dit non. Donc c'est forcément une politique autoritaire, de plus en plus autoritaire. Il faut s'attendre, évidemment, à un durcissement, c'est évident, c'est logique. Le Frexit que vous poussez, pour lequel vous êtes très actif avec votre mouvement, pour le moment, ne va pas être représenté dans la campagne présidentielle. Il y a des partis patriotes comme le Rassemblement national ou d'autres, mais qui sont pour une réforme finalement de l'intérieur, un petit peu comme ce que proposent les Italiens avec Salvini et d'autres de l'Union européenne. C'est-à-dire bidon, total. Alors justement, est-ce qu'il est possible, cette offre-là, elle est déjà présente, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est envisageable que le Frexit qui monte ne soit pas représenté à la présidentielle en 2027? Non, il faudrait qu'il le soit. Alors d'abord, ces fausses oppositions sont évidemment... regardez les résultats de Meloni. On vient d'avoir les chiffres migratoires, ils sont au plus haut depuis 15 ans. Et ceux qui me répondront oui, ou au moins elle fait baisser l'immigration clandestine, oui, elle a fait baisser le nombre d'arrivées de bateaux. Je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs que ça dépende totalement d'elle, ce qui s'est passé, parce que je pense qu'il y a un flux tout simplement moins important. Mais la première source d'immigration clandestine, il faut que chacun comprenne bien, ça n'est pas les bateaux. Les bateaux, c'est médiatique, c'est à peu près 15% de l'immigration clandestine. La première source d'immigration clandestine, c'est l'immigration légale, c'est-à-dire les gens qui restent à expiration de leur titre de séjour. Ils basculent de la légalité à l'illégalité. Donc quand vous augmentez l'immigration légale, ce qu'elle s'évertue à faire massivement, avec un effet retard de 2-3 ans, vous augmentez l'immigration clandestine. C'est mécanique, c'est toujours comme ça. Et les résultats ne sont pas bons non plus. Le salaire réel baisse de 7,5% en Italie depuis qu'elle est là. Enfin, il y a un excédent commercial, c'est vrai, mais il y en a un depuis les années 90 en Italie. Et la dette baisse? La dette, oui, il y a une meilleure politique sur le déficit, sur la dette. La croissance est à peu près la même que la nôtre, c'est-à-dire pas glorieuse. Alors on dit le PIB par habitant va passer devant la France. Oui,
mais aussi parce que leur population est en effondrement. Donc c'est un effet mécanique. Vous avez de moins en moins d'habitants et ça s'effondre terriblement. Donc moi, si vous voulez, c'est pas la grande rupture annoncée, alors qu'elle soit un peu plus... que Mélanie décore un peu plus ses discours en vert, blanc, rouge, que Macron ne le fait en bleu, blanc, rouge, je veux bien le croire, qu'elle aime plus l'Italie que Macron n'aime la France, je veux bien lui concéder ça, je n'en doute pas, mais c'est pas suffisant. On voit bien qu'en restant dans cette structure euro-mondialiste supranationale, vous êtes extrêmement limité et vous trahissez vos promesses. Voilà. Donc tous les candidats RN, Reconquête, tout ça, ce sera exactement ça. Et les filles aussi de l'autre côté. Je ne vois pas comment ils vont augmenter décemment les salaires et protéger les services publics comme ils le disent en restant dans l'euro et l'Union européenne. Strictement impossible. Donc le Frexit représenté, moi je pense qu'il faut l'être intelligemment. Il peut être représenté, je crois qu'il y a déjà 3-4 candidats qui ont fait acte de candidature pour cela, et qui représenteraient à peu près le Frexit, ou totalement le Frexit. Mais on connaît déjà le résultat. Ça va être un alignement de 1%, au mieux. Dans le meilleur des cas, oui. Ouais, ou entre 0,5, allez 2 si on est super optimiste, mais ça servira à quoi? À rien. Donc c'est pour ça que les Patriotes, on a proposé tôt, dès 2025, on a même fait voter les gens. Moi j'ai consulté mes adhérents, ils ont soutenu largement. On a fait voter les gens lors des assises d'Arras en septembre, ils ont soutenu très largement le principe d'une primaire souverainiste, qui est la seule méthode pour avoir un seul candidat unique soutenu par tous. Malheureusement, ça n'a pas été soutenu par nos petits camarades des autres partis. Pas tous, il faut le dire, mais Jean-Frédéric Poisson, je pense qu'il est favorable, mais d'autres candidats qui sont déjà déclarés, non, parce qu'ils veulent absolument être candidats, eux. Pourquoi? Pour passer 3 fois sur TF1 en fin de campagne. Je crains que ce soit pour ça. Dans le meilleur des cas, oui. Oui, dans le meilleur des cas. Les 3 dernières semaines, vous avez un peu plus de médiatisation. Est-ce que c'est pour ça qu'on veut absolument être candidat? C'est triste. Vu la situation de la France qui est gravissime, son pronostic vital étant engagé, c'est triste. Donc, je regrette ça. Après, il y a une autre possibilité, c'est est-ce que ce serait Philippe de Villiers qui défend le Frexit et qui l'a dit, redit, et qui de toute façon n'a aucune leçon de souverainisme à recevoir de quiconque, puisque c'est quand même l'homme, je le rappelle, qui a voté et qui a fait campagne dès 1992 pour le non à Maastricht, puis 2005. C'est lui qui a dénoncé d'ailleurs le premier la directive Bolkestein, qui a permis la bascule vers la victoire du non pour ceux qui ont suivi la campagne comme moi, qui faisaient déjà campagne pour le non en 2005. Je crois qu'il serait aujourd'hui, s'il souhaite être candidat, mais j'en sais rien, le plus fédérateur. Est-ce qu'on sera d'accord à 100% avec ce qu'il dit et ce qu'il fait? Pas forcément. Mais c'est le principe d'une... écoutez, soit on est une secte, si on cherche forcément à être d'accord avec tout, on n'arrivera jamais à rien. Mais l'essentiel est là. Il s'est aussi battu très courageusement pour les libertés pendant le Covid, contre la folie guerrière anti-russe et en Ukraine. Là, donc je pense qu'il y a quand même suffisamment d'éléments très intéressants. Sur la révolte paysanne, il est impeccable aussi. Sur le Frexit, bien sûr. Voilà, ça serait sûrement le plus fédérateur. Après, est-ce qu'il a envie d'y aller? J'en sais rien. Moi, je suis pas mal en rapport avec lui depuis quelques mois, on ne se connaissait pas avant. On a une relation très authentique, très sincère, très humaine et très politique. Je ne suis pas capable de vous le dire. Alors moi-même, peut-être que dans ce cas-là, je serai candidat, s'il le faut. Et on a largement les ressources militantes pour le faire. On a plus de 44 000 adhérents, on a des idées, on a un programme, on a une dynamique militante très importante, et on serait bien capable de l'être. Mais est-ce que j'ai envie d'additionner ma candidature à d'autres candidatures lilliputiennes? Non. Donc j'ai envie d'être intelligent. Donc s'il y a un fédérateur et s'il faut se mettre un pas de côté pour soutenir le fédérateur, alors il faut le faire. C'est notre devoir le plus absolu. Et tout discours qui me dit l'inverse, ce sont que des prétextes pour cacher en fait un ego. Forcément, ce sont que des prétextes pour y aller soi. On n'en est plus là. Voilà. J'ajoute à cela que je ne suis pas certain que tout viendra de l'élection. Vous savez, c'est-à-dire c'est-à-dire que dans l'histoire de France, il n'y a quand même pas grand-chose qui s'est fait par de grand qui s'est fait par une élection, si vous faites le compte. Faites le compte. Qu'est-ce qu'il y a de grand qui s'est fait en France par une élection? Pas grand-chose. Alors, parfois, De Gaulle a été revalidé par l'élection, mais De Gaulle n'est pas apparu dans l'histoire de France par l'élection. Il a apparu par son courage en 1940. Et en fait, pour ceux qui auraient été un peu visionnaires, il fallait déjà le lire avant. Malheureusement, ces livres visionnaires sur l'armée ont plus été lus en Allemagne dans les années 30 qu'en France, ce qui est bien dommage pour nous. Mais bon, il est apparu dans l'histoire de France
un certain 18 juin 40. En tous les cas, donc ça veut dire quoi? Je n'ai pas de boule de cristal, mais et c'est vraiment quelque chose de très important aux patriotes. C'est pour ça qu'on est tellement dans l'action et dans l'action de terrain. C'est que nous pensons qu'il faut être en action tout le temps, pas simplement au moment des élections. Il ne faut pas dénigrer les élections, mais il faut y être avant, pendant et après. Car on ne sait pas quelle ruse l'histoire nous réserve, quelle surprise elle nous réserve. Il faut être prêt. Voilà. Il faut être prêt, il faut faire avancer les consciences chaque instant. Il faut que chaque instant on soit capable de rassembler toujours plus de Français et que chaque instant on soit prêt à prendre le pouvoir si nécessaire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc 2027, oui, c'est important, c'est une présidentielle, mais c'est peut-être que rétrospectivement, quand on regardera l'histoire de France dans 10 ans, on se dira, l'événement marquant des années 2020, fin des années 2020, c'était peut-être pas l'élection présidentielle de 2027. Il s'est peut-être passé quelque chose de plus important qui a apporté une vraie rupture en France. Et c'est à nous, si c'est le cas, si ça se produit, d'être prêts, voire de le susciter par nos actions et par notre travail d'intelligence. Merci Florian Philippot. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous dis à très vite.